Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 21 mars 2020 pour le 182e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport malheureusement très axé sur la situation militaire puisque cette dernière continue de se dégrader comme je le craignais. On a un bilan en termes de bombardement, de nombre de munitions tirées, de victimes parmi les civils et de destruction qui est en hausse par rapport à la semaine passée et par rapport au début de l'année. Puisque du 14 au 20 mars 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 139 reprises, donc plus que la semaine dernière. Elle a tiré 2 obus d'artillerie de 152 mm, donc ça y est, l'artillerie de 152 fait aussi son retour, je vais y revenir. 44 obus d'artillerie de 122 mm, 421 obus de mortier de 120 et 82 mm, ce qui est une hausse de 60% par rapport à la semaine passée. Et si on compte toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 1115 munitions. Donc là aussi, on est à beaucoup plus que la semaine dernière. Il faut y rajouter les 11 violations et 40 munitions, dont 7 obus de mortier de 120 mm, tirés par l'armée ukrainienne contre la RPD durant les dernières 24 heures. Et ben, malheureusement, comme on peut s'y attendre, avec une telle hausse des bombardements et entre autres des munitions de gros calibre, et bien le bilan humain est malheureusement à la hauteur, puisque les tirs de cette semaine en RPD ont tué 2 soldats et 1 civil, et ont blessé 6 soldats et 4 civils, plus une civile de plus, qui a été blessée durant les dernières 24 heures. Elle a été blessée hier matin. Au total, entre les habitations et les pièces d'infrastructure, on a 37 bâtiments endommagés en RPD cette semaine. C'est juste énorme. Côté ukrainien, on a les chiffres des pertes hors combat de la semaine qui sont de 5 morts et 9 blessés. Donc comme on voit, bah, ça s'améliore pas et je pense pas que ça va s'améliorer. Quand on voit le bilan du nombre des armes lourdes qui sont installées par l'armée ukrainienne près de la ligne de front, et aussi, entre autres, pour certaines d'entre elles, près des habitations ou des infrastructures civiles, ce qui est interdit non seulement par les accords de Minsk, mais aussi par la Convention de Genève. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté 115 pièces d'équipement militaire cette semaine près de la ligne de front. À savoir dans le détail, 7 chars d'assaut T-64, 4 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, un canon Jet Sint S de 152 mm, 9 obusiers automoteurs de calibre et de modèle qui sont indéterminés, 4 canons anti-chars Rapira, 3 mortiers de 82 mm, 9 systèmes de défense anti-aérien Strela 10. On se demande ce qu'ils foutent avec ça, parce que, je rappelle, nous n'avons toujours pas d'aviation militaire. Voilà. 3 systèmes de défense anti-aérien Shilka, plus un autre système de défense anti-aérien non précisé, certainement du Zouchka. 15 véhicules de transport de troupes blindées, 51 véhicules de combat d'infanterie, 7 automitrailleuses BRDM et 1 véhicule blindé. Bon, vous vous doutez bien que vu cet étalage d'armes lourdes près de la ligne de front, l'armée ukrainienne est obligée de brouiller massivement les signaux des drones de l'OSCE pour empêcher les observateurs internationaux de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Donc je vais vous montrer la petite carte qui montre l'état de la situation. Il n'y a pas eu de perte de drones, hein. Les observateurs ont réagi assez vite et ont fait atterrir leurs drones pour éviter de les perdre. Les contribuables européens les en remercient. Voilà, voilà. Et puis je vais un petit peu détailler au niveau militaire, hein. On a eu quelques journées, là, comme vous avez pu voir sur la courbe du nombre de bombardements qui ont été assez intensifs. On voit qu'en dépit de tous les jolis discours pseudo-pacifiques de Zelensky et du fameux accord conclu pour créer ce conseil consultatif qui est censé aider à régler le volet politique des accords de Minsk, et comme on voit, la situation sur le front ne s'améliore pas du tout. L'escalade entamée depuis le début de l'année 2020 se poursuit. Donc comme je le disais, après la réutilisation début mars de l'artillerie de 122 mm par l'armée ukrainienne contre la RPD pour la première fois depuis décembre, c'est au tour de l'artillerie de 152 mm de faire son retour sur le front. Donc pour la première fois depuis la mi-octobre 2019, l'armée ukrainienne a donc tiré ses 2 obus d'artillerie de 152 mm sur la périphérie de Donetsk entre le 14 et le 15 mars.
Bon, comme je disais, l'artillerie de 122 mm est pas en reste. Hein. En 3 jours, il y a déjà eu 34 obus tirés, quoi. Hein. Après, il y en a eu 10 de plus encore un peu plus loin dans la semaine. Mais en 3 jours, 34 obus d'artillerie de 122 mm. On a eu quand même, si on regarde le graphique du nombre de violations du cessez-le-feu et le nombre de munitions tirées et leur calibre depuis le début de l'année, je vais vous les montrer. On se rend compte que les beaux discours de Zelensky et ses pseudo-initiatives de paix, bah, c'est que du vent. Cette intensification, donc comme je le disais, des bombardements de l'armée ukrainienne contre les RPD a provoqué une hausse importante du nombre de victimes, principalement parmi les civils. En 3 jours seulement, on a eu toutes les victimes. Ça fait quand même beaucoup. Hein, donc du 13 au 16 mars, on a eu ce civil qui est mort et on a eu 4 blessés. Donc c'est vraiment... c'est vraiment catastrophique, quoi. 12 habitations ont été endommagées durant ces 3 journées, ainsi que plusieurs magasins, des lignes électriques, des transformateurs. Comme je vous dis, si on met toutes les pièces d'infrastructure et les habitations cette semaine bout à bout, on arrive à 37 bâtiments ou pièces d'infrastructure endommagées. Résultat, d'ailleurs, plusieurs villages du sud de la RPD sont restés sans électricité pendant un petit temps. 3 civils ont été tous blessés en même temps. C'était 2 grands-parents et leur petit-fils de 13 ans qui ont été blessés donc par des éclats dans la nuit du 13 au 14 mars. Je vous en avais pas parlé la semaine dernière, mais donc ils sont comptés dans les statistiques de cette semaine. Ils avaient été blessés par les tirs d'artillerie de 122 mm de l'armée ukrainienne contre la ville de Gorlovka. Le 14 mars, l'intensification des bombardements contre les zones résidentielles s'est poursuivie. À 11h05, l'armée ukrainienne a tiré donc 3 obus de mortier de 82 mm sur le village de Signalnoye, blessant grièvement un civil de 85 ans à l'abdomen qui est mort de ses blessures en fait à l'hôpital. Donc nous on s'est rendu à Signalnoye quelques jours après. Parce qu'il y avait eu de nouveau un bombardement du village, donc on a été filmé. Mais bon, voilà, on a un civil de 85 ans qui a perdu la vie, quoi. Voilà, et ça, c'est grâce à l'inaction de la France et de l'Allemagne qui sont très silencieuses quand il s'agit des violations des accords de Minsk de l'Ukraine. Le 16 mars au matin, ça a repris. Non seulement l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu, mais aussi toutes les normes du droit humanitaire, puisque les soldats ukrainiens ont rien trouvé de mieux à faire que de tirer au missile anti-char Stugna P sur un camion. Je vais vous montrer les photos. Donc c'est un camion, certes militaire, mais qui apportait de l'eau aux habitants de Sakhanka. Donc c'est ce petit village du sud de la RPD où j'avais passé pas mal de temps. Et en fait, donc les soldats amènent de l'eau pour les civils. Donc ils viennent jusque-là avec leurs jerrycans, ils viennent les remplir et ils rentrent à la maison. Et au moment où les civils en fait venaient pour remplir leurs jerrycans, et ben, l'armée ukrainienne a tiré sur le camion, tuant un soldat, blessant un autre soldat et un civil aussi a été blessé. Il a reçu une commotion cérébrale. J'ai pas besoin quand même d'expliquer, je pense qu'il s'agit d'un crime de guerre délibéré, hein, parce que cette distribution d'eau potable c'est un truc régulier. Hein, voilà, et tu peux pas louper l'énorme citerne bleue qui est sur le camion. Voilà, tu peux pas ne pas voir quand tu vises avec ton missile anti-char que c'est une citerne de flotte. Je suis désolée, hein, c'est... Voilà. Je rappelle que c'est pas la première fois d'ailleurs que l'armée ukrainienne fait ça, et à plusieurs reprises ils ont tiré soit sur des livraisons d'eau, soit sur des livraisons d'aide humanitaire aussi. Voilà. Je rappelle, ceci est une violation de la Convention de Genève et de toutes les normes du droit international humanitaire. Voilà. Ça c'est interdit de faire ça. Hein. Et puis ben, ça s'est poursuivi après. Le 17 mars au matin, l'armée ukrainienne a bombardé la périphérie de Donetsk ainsi que Dokuchaïevsk et Yasnoye, endommageant de nouveau de nombreuses habitations, mais aussi une raffinerie. Bon, ces tirs-là n'ont fait heureusement aucune victime, mais bon, c'est quand même bien édifiant sur la volonté de l'Ukraine d'appliquer les accords de Minsk, le cessez-le-feu, tout ça. Voilà. Et donc, le 17 à 16h45, les forces armées ukrainiennes ont ouvert le feu sur Dokuchaïevsk et Yasnoye, à coups d'obus de mortier de 82 mm, endommageant 3 maisons et une raffinerie. Donc je vais vous montrer des petites photos qui ont été prises par la représentation des RPD au sein du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu à la raffinerie de Dokuchaïevsk.
Je vous explique, il n'y a aucune position militaire, ni pièce d'équipement, enfin voilà, c'est une raffinerie. C'est une pièce d'infrastructure civile vitale. C'est interdit par la Convention de Genève. C'est comme tirer sur les ambulances. Hein, voilà. Bon, puis ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont ensuite bombardé Jabitchevo, là aussi à coup de mortier de 82 mm. Puis ils ont tiré 6 obus de mortier de 120 contre le district de Kuibyshevski à Donetsk. Plusieurs obus sont tombés à proximité d'un immeuble de 9 étages situé juste derrière la mosquée qui avait été bombardée par la même armée ukrainienne l'année dernière et que j'avais été filmée. Voilà. On continue, donc j'ai fait un reportage sur place, donc allez voir sur la chaîne YouTube de Donbass Insider, les reportages sont là-bas, sous-titrés en français, je précise. Bon, ça a fait péter presque toutes les vitres de la façade qui était exposée face au front, à cause de l'onde de choc. Les habitants étaient terrorisés, sont réfugiés dans la cage d'escalier, de peur que des obus ne finissent par toucher directement l'immeuble, et par conséquent leur appartement potentiellement. Bon, heureusement, ces tirs n'ont fait aucune victime parmi les civils. Mais bon, la plupart des habitants qui restent dans cet immeuble, ce sont des retraités. Donc, quand ils vont devoir réparer, je ne sais pas comment ils vont faire. On va essayer de voir avec la commission d'aide aux zones de front avec laquelle on travaille, si eux peuvent leur venir en aide, pour faire réparer en tout cas les fenêtres. Les habitants ont d'ailleurs confirmé face caméra qu'il n'y a que des civils dans cette zone résidentielle, qu'il n'y a pas de soldats, qu'il n'y a pas de position, qu'il n'y a pas d'armes lourdes. Je vais vous montrer une petite carte. Donc, il n'y a rien qui justifie les tirs de l'armée ukrainienne. C'est un pur crime de guerre. Voilà. Ils ne sont pas juste à côté des positions. Vous le voyez sur la carte. Donc, il n'y a rien qui justifie ça. Donc, d'après le témoignage des habitants et vu en fait comment est positionné un des cratères que j'ai pu observer, clairement les tirs venaient des positions de l'armée ukrainienne qui sont situées près d'Opitnoye. La situation est d'ailleurs peu ou prou la même en République populaire de Lugansk, où l'armée ukrainienne a endommagé 4 habitations à Donetski le même jour en tirant 10 obus de mortier de 82 mm sur la localité, là aussi sans faire de victimes, heureusement. Mais bon, encore une fois, les faits montrent que les paroles de Zelensky, c'est que de la flûte. Voilà, ça vaut que dalle. Et puis ils ne sont pas arrêtés là, parce que donc, nous on avait été faire le reportage le jour même. Et le soir même, ça continuait. Le 17 mars au soir, donc l'armée ukrainienne a bombardé cette fois Staromikhaïlovka et Signalnoye, dont je vous parlais précédemment, endommageant une maison et une dépendance. Donc cette fois, il n'y a pas eu de victimes parmi les civils. Dans la nuit, l'armée ukrainienne a aussi tiré à l'artillerie de 122 mm sur Gorlovka, endommageant un transformateur électrique et plusieurs garages. Donc le transformateur électrique qui a été détruit, ça a privé à peu près un millier de personnes d'électricité. Avec Gorlovka, c'est quand même... voilà, je rappelle, ceci aussi est un crime de guerre, c'est interdit. Comme on voit depuis le début du mois de mars, la situation militaire dans le Donbass ne va qu'en empirant. C'est hallucinant. Le coronavirus a beau foutre le bordel dans les transports en commun de Kiev. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'empêcher les soldats ukrainiens de continuer leurs crimes de guerre contre la population du Donbass. Donc comme je le disais, l'armée ukrainienne a tiré donc, le 17 au soir sur ces deux villages en RPD, Staromikhaïlovka et Signalnoye. Plusieurs roquettes anti-chars sont aussi tombées dans les jardins des habitants de Signalnoye. J'ai fait là aussi un reportage vidéo où je me tenais dans un des cratères. Heureusement que c'est tombé dans le fond du jardin, tu vois, et pas sur une maison, parce que sinon je vous laisse pas imaginer les dégâts et le risque de victimes. Il y a... Bon, je m'excuse pour le son d'ailleurs du reportage, j'ai eu pas mal de problèmes, j'avais un petit jeune à côté, journaliste, qui avait sa 3G allumée et ça a fait des interférences avec le micro. Et on avait un vent à décorner un bœuf. Bon, puis comme je le disais dans la nuit, donc en plus d'avoir tiré sur Staromikhaïlovka et Signalnoye, ils ont aussi tiré à l'artillerie de 122 mm sur Gorlovka. La semaine n'était pas terminée, qu'on atteignait déjà des chiffres qui dépassaient ceux de la semaine passée, c'est-à-dire au bout de 5 jours, on avait dépassé les chiffres de la semaine précédente,
et en nombre de violations, et en nombre de munitions, et en nombre d'obus de mortier. C'était assez phénoménal. C'est à qu'on voit qu'au lieu de raconter partout que Zelensky veut soi-disant la paix, en se basant sur ces jolies déclarations, la presse occidentale ferait mieux de regarder les faits et la réalité sur le terrain. Et la réalité, c'est que depuis le début de l'année 2020, la situation militaire ne fait que se dégrader. Voilà. Donc là, ils ressortent l'artillerie lourde, ils visent délibérément les zones résidentielles, et là, on se retrouve avec des listes de victimes qui continuent de s'allonger parmi les civils. Donc là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et donc, ces bombardements délibérés de zones résidentielles par l'armée ukrainienne et les propos tenus par certains officiels ukrainiens confirment les craintes que j'avais exprimées la semaine passée sur ce que valait réellement cette initiative de réconciliation nationale là, et la signature de l'accord pour la constitution d'un conseil consultatif par l'Ukraine. Alors que ce dernier doit permettre une discussion directe entre l'Ukraine, la RPD et la RPL pour faciliter la mise en application du volet politique des accords de Minsk. On a eu Alexandre Mereshko, qui est quand même chef de la commission de la Rada en charge de la politique étrangère et accessoirement député du parti de Zelensky, je précise. C'est pas un mec de Svoboda, voilà. Qui a déclaré RBK Ukraine qu'il n'y aura pas de négociation directe entre l'Ukraine, la RPD et la RPL. Ok, LM. Tout va bien. Voilà. Il a dit, je cite, « Il n'y a pas eu de négociation directe entre l'Ukraine, la RPD et la RPL. Il n'y en a pas, et il n'y en aura pas. Et la Russie ne recevra aucun statut d'observateur, c'est ce qu'il a déclaré. Sauf que, mon grand, les documents que vous avez signés à Minsk, là, le 11 mars, avec d'ailleurs la Russie, l'OSCE et les deux républiques populaires, et qui avaient été publiés, je rappelle, par un de vos propres médias, quand même, zn.ua, c'est pas vraiment un organe de presse du Kremlin. Ces documents que vous avez signés, ça dit tout le contraire de ce que tu prétends, mon gars. C'est justement pour ça que ce conseil consultatif est créé, pour amener les deux parties du conflit à négocier directement. Donc c'est quoi l'intérêt de créer une plateforme de négociation en plus, on en a déjà je sais pas combien, pour amener l'Ukraine à discuter de manière directe avec les deux républiques populaires, si pour finir Kiev déclare qu'il n'y aura pas de négociation directe avec les deux républiques. Ça vous montre bien que tout ça, ce n'est que du vent, de la flûte, de l'écran de fumée, pour faire croire que Zelensky veut la paix et appliquer les accords de Minsk, alors qu'il n'en a absolument pas l'intention. C'est ce que je vous dis depuis des mois. Moi, les gens qui me disent « Mais si, regarde, il dit qu'il veut la paix, qu'il veut appliquer... » Arrêtez de regarder ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Et regardez surtout ce que racontent ces députés, ministres, vice-ministres, etc. Et vous vous rendez compte que ce que je vous disais, c'était vrai. C'est juste une façon de gagner du temps et de donner une belle apparence. Voilà. Mais c'est tout ce que c'est. Voilà. C'est un point qu'a souligné Tatiana Mantian, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, cette avocate ukrainienne. Elle a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle y déclare que les initiatives et propositions de Zelensky et de son équipe, et entre autres, cette initiative de réconciliation nationale qui avait été présentée par Sivoro et qui lui avait valu de se faire agresser par les néo-nazis ukrainiens, qui, voilà, pour soi-disant parvenir à la paix dans le Donbass, c'est qu'une opération de com et de l'illusion. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je cite, « J'émets de suite des réserves en tant que personne qui a récemment vécu un mois en RPD et RPL. Cette idée de Sivoro est franchement une option inefficace pour établir une communication en vue d'un réel dialogue et d'une réconciliation. Il n'y aura pas de progrès dans ce processus tant que Zelensky n'arrêtera pas d'essayer de vendre à la Russie et à la RPD-RPL une capitulation de fait sous couvert d'un processus de paix. C'est-à-dire que tant que Zelensky n'arrête pas d'essayer d'obtenir le contrôle du territoire de la RPD et de la RPL suivi d'une épuration totale de tous les opposants au gouvernement ukrainien, aucun processus de paix ni aucune réintégration n'est possible en principe. Par conséquent, toutes ces plateformes et ces dialogues sans comprendre comment et dans quelles conditions il est possible de réintégrer la RPD et la RPL ne sont qu'une illusion pure et simple et une opération de communication. » Voilà. Fin de citation. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je craignais. Zelensky poursuit son opération d'enfumage à coup de signature de documents en visant prétendument à appliquer les accords de Minsk et de grandes déclarations sur sa volonté de ramener la paix dans le Donbass,
pendant que l'armée ukrainienne continue de pilonner les RPD et les RPL, les zones civiles, à faire des morts et des blessés parmi les habitants et les soldats des deux républiques, et que que d'autres officiels ukrainiens clament ouvertement qu'ils appliqueront pas ce que Kiev a signé. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Zelensky fait en gros la présentation, hein, voilà, il assure que la vitrine est jolie, mais dès que vous regardez à l'intérieur de la boutique, et puis je vous parle même pas de l'arrière-salle, c'est une autre histoire. C'est une toute autre histoire. Voilà, en même pas un an de présidence, Zelensky est devenu l'incarnation même du mot hypocrisie. D'ailleurs, les gens qu'on a interviewés, vous regarderez dans les reportages qu'on a fait à Kuibyshevski et à Signal Noye et Staromikhailovka, les gens ont des mots très durs vis-à-vis de Zelensky. Ils le traitent de clown. Certains te disent même qu'ils considèrent qu'il est pire que, enfin, ou qu'il vaut plus ou moins la même chose que Poroshenko. Certains te disent qu'il est même pire parce qu'il est plus hypocrite. Et donc voilà. Donc pendant que tous les politiciens et les médias occidentaux boivent les paroles de paix de Zelensky comme du petit lait et les prennent pour paroles d'évangile, la situation sur le terrain se dégrade, les civils du Donbass en pâtissent, et les garants des accords de Minsk et les journalistes occidentaux, on les entend pas là-dessus. Ou alors, quand ils parlent des victimes, ils te précisent pas par qui elles ont été tuées. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Voilà, c'est... dites clairement, qui tue les civils dans le Donbass? Ça va faire bizarre à vos lecteurs. Voilà. Donc j'ai parlé brièvement de l'épidémie de coronavirus en disant que ça n'empêche pas les soldats ukrainiens de continuer de bombarder. Bon, par contre, dans le reste de l'Ukraine, c'est en train de foutre un beau bordel. C'est en train de foutre un beau bordel. 2 semaines après l'apparition du premier cas officiel de coronavirus en Ukraine, les mesures prises par le gouvernement pour endiguer l'épidémie ont provoqué un véritable chaos dans les transports en commun. À Kiev et dans d'autres grandes villes, pour limiter la propagation du virus, Zelensky a fait fermer le métro et interdit aux minibus de transporter plus de 10 passagers à la fois, et pas plus de 20 pour les grands bus, les trolleybus et les tramways. Résultat, vous vous doutez bien qu'il y a d'énormes foules qui s'amassent aux arrêts de bus et de tramways, et les gens tentent de monter de force dans les véhicules au-delà des limites autorisées. Ça se passe très mal. Quand la police essaie d'intervenir, etc., il y a même eu des cas où les gens ont envoyé des pierres dans les vitres des véhicules. Donc, comme vous avez pu le voir lors du rapatriement des citoyens ukrainiens de Chine, le même genre. Voilà. Donc là, ça commence quand même à sentir le sapin. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que en fait le problème c'est que ces mesures qui visent à endiguer l'épidémie, même si elles sont accompagnées soi-disant d'une obligation de fermer la plupart des entreprises et commerces qui ne sont pas vitaux, comme en France, en Italie, le problème c'est que ça n'a pas tenu compte du fait que beaucoup de gens doivent absolument aller travailler pour survivre. Parce que l'Ukraine ne va pas payer le chômage technique de la majorité de la population, que le crédit de congé et les allègements fiscaux promis aux PME ne suffisent pas, et que seules les personnes qui sont diagnostiquées comme atteintes du coronavirus seront indemnisées plus ou moins partiellement pour leur absence au travail, mais au-delà du 6e jour de maladie. Donc les gens ne seront pas indemnisés. Voilà. Jusqu'à 5 jours de maladie, ils ne seront pas indemnisés. S'ils sont obligés de rester chez eux et qu'ils ne sont pas malades, ils ne seront pas indemnisés. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sortent pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont pas un cent devant eux, ils n'ont pas une copec devant eux. Les gens sont tellement appauvris qu'ils peuvent pas se priver d'aller travailler. Il faut qu'ils travaillent. En plus, là, Avakov a déclaré de manière débile, je vous montrerai le screenshot en russe, que en gros ils réfléchiront aux indemnisations une fois qu'ils auront survécu à tout ça. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que c'est en train de foutre la panique? Que les gens se disent bien qu'ils vont se faire enfumer, qu'ils toucheront pas un rond, et qu'ils vont se faire enfiler bien comme il faut. Voilà. Résultat, les gens continuent à aller massivement au travail, quitte à travailler au noir pour les vendeurs en vendant depuis leur entrepôt au lieu de vendre depuis le magasin.
Et puis comme le métro ne marche plus, bah, tous les autres moyens de transport sont surchargés, ce qui crée des bouchons monstrueux, des scènes de rixe, et ça va devenir pire dès demain, puisque dès demain, les transports en commun seront réservés au personnel soignant, aux vendeurs des magasins qui doivent rester ouverts, c'est-à-dire les magasins alimentaires, les policiers, soldats et employés des services communaux. Les autres, ils peuvent crever. Voilà, donc ils vont laisser leur population sans un bal pendant la période du confinement. Mais vous planez. Enfin, je veux dire, ça c'est du génocide. Je veux dire, tous ceux qui n'ont pas d'économie, qui ne pourront pas tenir sans travailler, vont devoir aller travailler dans des conditions absolument déplorables. En plus, ces mesures ne se sont pas accompagnées de mesures de soutien pour les compagnies de bus. Voilà. Résultat, dans certaines villes comme Nikolaïev, la majorité des chauffeurs de minibus ont refusé de travailler dans ces conditions. Ils ont dit que transporter moins de 10 personnes, c'était pas rentable pour eux. Et ils ont raison. Il faudrait des compensations de la part du gouvernement. Mais non, ils ont rien fait. Voilà, puis comme les bus et trolleybus sont eux aussi soumis à une limite de passagers, ben ça compense pas, et tout le système de transport de la ville est en train de s'effondrer. Dans toutes les régions du centre de l'Ukraine, c'est carrément la moitié des chauffeurs de minibus qui sont pas venus travailler, provoquant une réunion d'urgence du cabinet des ministres en milieu de semaine. Résultat, les gens se sont rués en masse sur les taxis, puis donc, bien entendu, les chauffeurs de taxi ont flairé la bonne affaire, et à Kiev, ils ont augmenté leur tarif de 20%. Voilà. Donc vous mettez tout ça ensemble, et vous comprenez que c'est le gros bordel, qu'il y a d'énormes bouchons dans la capitale ukrainienne, beaucoup de colère chez les citoyens ukrainiens. En plus, l'obligation de porter un masque dans les transports en commun n'est pas respectée faute de masque. Oui, parce que c'est marrant parce qu'ils te disent porte du masque obligatoire. Pendant ce temps-là, la porte-parole, pardon, la porte-mensonge de Micron Premier sort en France que les masques sont pas utiles. Mais s'ils sont pas utiles, pourquoi en Ukraine ils veulent obliger les gens à les porter dans les transports en commun? Parce que c'est utile. Oui. Voilà. Le petit problème, c'est qu'en Ukraine, il y en a plus. Ou alors quand il y en a, le prix est prohibitif. Parce que les quelques magasins où il y en avait encore en début de semaine les vendaient au prix de 47 $ les 50 masques. Quand vous regardez le salaire moyen en Ukraine, vous comprenez que les gens ne peuvent pas se payer ça. Et en plus, c'est 8 fois le prix avant l'éclatement de la crise du coronavirus. Non, mais je veux dire, et les chauffeurs de taxi et les gens qui font ça mériteraient de passer en justice. C'est de la tentative de voler les gens sur le dos de la crise. Ça, c'est inacceptable. Donc la plupart des Ukrainiens ne peuvent pas se payer de masques, et donc ils se trimballent sans masque dans les transports en commun. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et ce chaos avait lieu alors que l'Ukraine n'avait encore que 18 cas confirmés de coronavirus et 2 morts à ce moment-là. On est maintenant à 41 cas et 3 morts. Et là, donc l'Ukraine n'en est qu'au début de la courbe exponentielle de progression du virus. Voilà. L'absence de masques, de capacité financière de supporter le chômage technique induit par les mesures de confinement et l'état désastreux du système de santé en Ukraine, suite aux fameuses réformes ultralibérales dont je vous avais parlé il y a quelques semaines en arrière, et je pense que ça va transformer l'épidémie de coronavirus en véritable hécatombe. D'ailleurs, le taux de mortalité du coronavirus en Ukraine est actuellement d'à peu près 12%, ce qui est 3 fois le taux de mortalité à l'échelle mondiale. Voilà. Ce qui veut dire que soit beaucoup de gens atteints du coronavirus n'ont pas été testés, ce qui fausse totalement les chiffres réels de l'étendue de la pandémie en Ukraine, et ou le système de santé ukrainien est dans un tel état de délabrement que le taux de mortalité est réellement bien plus élevé que dans le reste du monde. Et comme je dis, c'est et ou. C'est pas exclusif, ça peut être l'un et l'autre. Parce que quand je vois une des mesures qu'a proposé Zelensky, qui est d'annuler les opérations chirurgicales programmées, sachant que ça risque de laisser les gens crever, parce que y a des gens qui ont absolument besoin des opérations qui sont, ça peut être des opérations du cœur ou des choses comme ça, ou des opérations pour le cancer, pour retirer des tumeurs. Si l'Ukraine en est à ce genre de mesures avec seulement 18 personnes malades, je pense qu'il est temps de se poser des questions et sur l'état du système de santé du pays et sur les chiffres officiels du nombre de personnes atteintes.
je pense que c'est comme en France. Ils testent une personne sur 1000, quoi. Tu vois, enfin, je pense que ils testent que ceux qui sont en train de crever à l'hôpital. Et résultat des courses, je pense que les chiffres réels, comme en France, sont beaucoup plus élevés que ce qu'on nous dit. Parce qu'en France, par exemple, si tu ne vas pas à l'hôpital dans un état grave, en gros, t'es pas testé. Ou si t'es pas un homme politique, t'es pas testé. Ou une star du football. Enfin, vous m'avez comprise. Donc ça, c'est catastrophique. Je pense sincèrement qu'il aurait fallu s'assurer d'avoir assez de tests, et en France et en Ukraine, et d'opter pour la stratégie de la Corée du Sud, qui est on diagnostique, on isole et on traite. Et entre autres avec le fameux traitement combinant chloroquine et interféron, qui, semble-t-il, montre des résultats très intéressants. Donc là, ils font tout comme il faut pas. Donc je pense que le nombre d'infectés va grimper en flèche. D'autant plus que des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont décidé de rentrer au pays à cause de l'épidémie. On a eu, rien que du 17 au 18 mars, donc en 24 heures, plus de 27 600 personnes qui sont rentrées en Ukraine, et il serait 38 000 à vouloir faire de même. J'ai pas besoin de vous expliquer que certains pourraient ramener le virus depuis là où il se trouve. Bref... en RPD et RPL, alors quand j'ai écrit l'article, on était toujours à 0 cas. En RPL, il y a une suspicion, je n'ai pas encore confirmation, peut-être d'un cas, mais à vérifier. Donc je parle bien de suspicion, il y a une personne qui a été mise en quarantaine à l'hôpital. Donc j'attends confirmation. Si la personne a été testée, positive ou pas. Mais en RPD, pour l'instant, on est toujours à 0. Voilà, contrairement à ce que peuvent raconter les médias ukrainiens, comme je vous disais la semaine dernière, vous ne savez même pas où était Nakievo. Donc, quand moi j'ai écrit l'article, on était toujours à 0 partout. Toutes les personnes suspectées de l'avoir jusque-là avaient été testées avec un résultat négatif. Comme je vous dis, j'attends la confirmation pour cette information que j'ai obtenue de la RPL. En RPL, donc, par mesure de précaution, on avait 22 personnes suspectées d'être malades qui ont été mises en quarantaine chez elles. En RPD, 3 patients sont sous surveillance médicale à Gorlovka, 4 en quarantaine chez elles, et toutes ces personnes seront testées à nouveau dans 2 semaines, enfin maintenant une semaine et demie. Ces mesures de quarantaine ont été mises en place dès le 14 mars. Toutes les personnes arrivant dans les républiques populaires en provenance d'Ukraine, de Chine, d'Espagne, d'Italie, de Corée du Sud, de France et d'Allemagne sont automatiquement mises en quarantaine chez elles pour 2 semaines. Des contrôles de température sont aussi menés sur les personnes franchissant la ligne de front pour détecter toute personne qui arrivera avec de la fièvre. Donc je sais bien que vous pouvez trimballer le virus sans avoir de fièvre, mais bon voilà, c'est déjà une première barrière filtrante, on va dire. Si une personne présente de la fièvre en arrivant, déjà on va de facto la mettre en quarantaine et la tester. Donc ça permet quand même d'augmenter la détection potentielle des porteurs du virus. Et suite à l'annonce le 18 par le ministère ukrainien de la Santé du premier cas de coronavirus dans la partie de la région de Donetsk contrôlée par l'Ukraine, la RPD a annoncé la fermeture totale de la frontière le 21 mars à minuit. Donc cette nuit, la frontière a été totalement fermée sur la ligne de front. Hein. Donc pourquoi on l'a fermé que le 21 minuit? Pour laisser le temps aux citoyens de l'RPD qui étaient de l'autre côté, qui étaient peut-être allés voir de la famille ou chercher leur retraite, de rentrer chez eux. Bien entendu, ces personnes seront automatiquement mises en quarantaine et placées sous surveillance médicale à leur retour. Côté frontière russe, depuis déjà plusieurs jours, seuls les habitants de l'RPD et de l'RPL qui ont la citoyenneté russe ou qui doivent aller chercher leur passeport russe peuvent encore rentrer en Russie. Les camions par contre continue de circuler normalement, donc je vous supplie, ne relayez pas ces rumeurs débiles comme quoi on va risquer la pénurie alimentaire ou des biens de première nécessité. Les camions circulent, ce sont les gens qui ne circulent pas, bon, à part les chauffeurs du camion, voilà, c'est tout. Mais voilà, donc non, arrêtez de relayer ces trucs parce que ça fout juste la panique, et après moi je dois expliquer aux gens que c'est pas vrai, donc voilà, faut vérifier les informations.
Les magasins sont approvisionnés normalement, il n'y a pas de pénurie de quoi que ce soit au niveau de la nourriture ou du papier toilette. Les seules ruptures de stock que j'ai constatées, ça a été le paracétamol, le gel hydroalcoolique et les masques, parce que les gens se sont jetés dessus en prévision, hein, comme partout. Mais bon, les pharmacies où moi j'ai été m'ont dit qu'elles devraient recevoir de nouveau du paracétamol, hein, le temps de recevoir les livraisons. Pour faire face à la pénurie de masques, la RPD prévoit d'acheter de l'équipement supplémentaire pour augmenter la production locale. On a 10 entreprises capables de produire 17 800 masques par jour. 4 ont déjà leur carnet de commandes plein pour faire face à la demande. Et donc le gouvernement veut augmenter la production, quitte à acheter donc de l'équipement supplémentaire à l'étranger et passer à une production 24 heures sur 24, donc passer au 3-8 pour couvrir les besoins et créer une réserve stratégique d'ici l'automne. La RPD est aussi passée à l'enseignement à distance, a fait annuler les événements culturels et sportifs jusqu'à stabilisation de la situation pour limiter au maximum la propagation du virus. Donc ceux qui me disent hey, mais c'est du foutage de gueule, le virus il est partout, il finira bien par arriver chez vous. Merci de lire mes articles jusqu'au bout. Je vous dis clairement, le but c'est de retarder au maximum l'arrivée du virus. Parce que de toute façon, les deux républiques sont bien conscientes que même en fermant la frontière avec l'Ukraine et partiellement celle avec la Russie, au vu de la durée d'incubation du virus, il y a des chances qu'il soit déjà présent sur le territoire des deux républiques populaires du Donbass, sur des gens qui n'ont pas encore été testés, ou qu'il va arriver bientôt. Donc, le but, c'est de retarder ce moment et de limiter ensuite la propagation via des porteurs sains, asymptomatiques, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de symptômes, mais qui portent le virus en eux, et ils peuvent le transmettre, hein. Je le signale quand même en passant. C'est pour ça que d'ailleurs les masques sont utiles. Donc voilà, donc, quoi qu'il en soit, en prenant ces mesures avant même l'apparition du premier cas, la RPD a montré un meilleur sens pour moi de l'anticipation que certains pays occidentaux, dont la France, au hasard, qui ont attendu d'arriver au stade 3 avant de réagir. Voilà, typiquement, les mesures que prennent les républiques, c'est le type de mesures que la France aurait déjà dû prendre depuis des semaines. Voilà, ça fait longtemps que la France aurait dû fermer sa frontière. Je pense qu'il est temps de se poser 2-3 petites questions, et sur la compétence du gouvernement français, et sur l'utilité ou le côté néfaste de l'Union européenne. Puisque je rappelle que les histoires de frontières, la France n'est plus totalement souveraine de ce qu'elle doit faire avec ses frontières. Et puis pendant ce temps-là à Kiev, alors bon, il y a quelqu'un qui en avait parlé sous les commentaires, j'avais déjà repéré la vidéo, mais allez, je vous l'offre parce qu'il faut bien rigoler un peu, surtout pour ceux de mes concitoyens en France qui sont, ou en Belgique, qui sont coincés chez eux, confinés. Hein. Donc c'est pendant ce temps-là à Kiev, offert par des soldats ukrainiens qui se sont essayés au difficile exercice des mathématiques. Un des soldats ne comprenant pas comment 7 plus 5 égale 12, si 6 plus 6 égale 12 aussi. Donc on a son camarade qui est en train de le filmer, donc il tient le téléphone pour le filmer, qui essaie de lui expliquer désespérément pendant plus de 3 minutes, y compris en comptant avec les doigts. Donc je vous mets la vidéo, je vais la sous-titrer en français pour que vous compreniez tout ce qui se dit. Voilà. 7 plus 5, 12, 6 plus 6, 12, типа. 7 плюс 5, 12, поц, нахуй. Что, не 12? А ну посчитай. А тут сгуляли 6 плюс 6, 12, типа. Ну так правильно, 6 плюс 6, 12. И 7 плюс 5, 12. Так сгуляли, нет. Ты что? Ты долбоёб? 7 плюс 5, скільки буде? А ну посчитай на пальцах. Что 7 плюс 5? 7 плюс 5, скільки буде? Ну 7 и туда 5, типа, ты Так посчитай. скільки буде? Ну что, 12, типа? Ну да. А ну посчитай. Та бери на пальцях вже Да, считай. блядь, чуешь, не будет Диви, 12. 5, диви, 5, давай своїх 7 Ніхуя. пальців. Давай своїх 7 Подожди, пальців. блядь. Давай, став 7 пальців і считай. Став 7 Та пальців. подожди, там воно не виходить, я тобі говорю, Ти що поц, 12, постав блядь. 7 пальців і посчитай. Ну на тобі нахуй. 7 пальців. А тепер считай, диви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Схуяли воно 12 ходить. Ти що, дебіл, блядь, или що? А як тоді 6 плюс 6, 12 нахуй? Ну а тепер диви, став 6 пальців. Став 6 пальців. Ну, 6 став пальців. 6, блядь. ти заїбав. 6, диви. Вот, диви, один мій, оцей, що держить телефон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ти знаєш, що 6 плюс 6, 12? Хуй ти 7, хочеш, блядь. 8, 9, 10, 11, 12. Я знаю, що, А блядь, тепер став 7 пальців. 7 пальців став.
Став 7 пальців, да. Нахуя собі. Ну став 7 пальців. Диви, і я 5. Скільки буде? Та й 12, ну я все одно тобі кажу, схуяли, ну не може бути таке. Ти що, дебіл? Я тобі що один хуй, ну один хуй не може бути. Ти що, думаєш, що 6 плюс 6 12 може бути, а 7 плюс 5 12 не може бути? Не знаю. Їбануться, блядь, відбіть, да. Бать тебе голова дырява, це пізда. Та це ти дерявий нахуй. Я махую. Та й 7 плюс 5 скільки? 12 заїбав нахуй. Ти не говориш, що не може бути, їбати. А чого не може? Схуяли воно 12 буде. Ну бо 7 плюс 5, та й 12. На хуяц нахуй, блядь. Ну туди нахуй. Ще не віриш, блядь. Хуйня в нього. Поц, диви, считай, диви. Дивись. Раз, два, три, 4, 5. Давай своїх 7 пальців. Та й 12, блядь, хули ти мене не Ну считаєш. так а чого ти не віриш? Ну? А 7 плюс 6 тоді скільки? 7 плюс 7. Скільки тоді буде, блядь? 14. 14, ну. 5 плюс 7 нахуй. Ні, я нахуй не вірю, я їбать. А чого ти не віриш? Бо не вірю нахуй, щось тут якась не то хуйня якась. Це ти хуйня, блядь, тупа, сука. Блядь. Ти з школу вообще, сука, прокурив. Ну я, блядь, не пиздатый математик. Ну 7 плюс 5, блядь, знаю, що це таке. Et puis, ben, comme l'a dit l'un des commentateurs de cette vidéo sous la vidéo originale qui était sous-titrée en anglais, j'espère vraiment que ce mec-là est partilleur. Parce que sinon, ça expliquerait beaucoup de choses. Ouais, en termes de tir de l'armée ukrainienne sur des zones civiles. Parce que si ce mec-là est chargé de faire les calculs de l'artillerie, si c'est déjà pas que 7 plus 5 égale 12, et que 6 plus 6 égale 12 aussi... Je pense que c'est inquiétant. Voilà, il sait pas non plus que 7 plus 7 égale 14. Bon, moi, personnellement, je pense que ça pose surtout des grosses questions sur le niveau intellectuel des soldats ukrainiens. Et surtout, jusqu'à quel niveau de QI ils acceptent de descendre pour incorporer des hommes. Je rappelle quand même qu'ils leur mettent des armes létales entre les mains. Normalement, en dessous d'un certain QI, c'est interdit, quoi. Tu vois, enfin, je vais dire... Autant filer une Kalachnikov à un chimpanzé. Je veux dire, je suis même sûre que le chimpanzé c'est mieux calculé que lui. Non, franchement, c'est inquiétant. Non, mais quand je dis qu'il y a quand même des sacrés cassos en face, hein, quand même. Voilà, là, vous en avez un très bon exemple. Il y a une autre vidéo, d'ailleurs, qui est sur la même chaîne, où t'as un soldat ukrainien qui essaie désespérément d'arriver à apprendre comment mettre... sa Kalachnikov, voilà, sur l'épaule, en bandoulière sur l'épaule. C'est édifiant aussi. Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, là, quand vous voyez ça, vous vous posez des questions. Je pense sincèrement qu'ils en viennent à aller chercher des gens qui ont un QI de 70 dans des institutions pour personnes avec une déficience mentale. C'est pas possible. Je veux dire, les additions, c'est quand même un truc que tu es censé maîtriser après ta première année d'école, quand même, quoi, tu vois, je veux dire, 7 plus 5 égale 12, 6 plus 6 égale 12, c'est quand même la base, voilà. Donc, voilà la situation, on va voir comment ça va évoluer, surtout avec le coronavirus. Il semble qu'il y a quand même des suspicions de cas parmi les soldats ukrainiens, donc on va voir si le fait qu'ils soient malades... ça va influencer quelque chose ou pas, enfin quand même suivre la situation épidémiologique en Ukraine, hein, parce que je pense que ça risque de virer au désastre. Il y a un politicien ukrainien qui a dit que ça va très très mal se terminer. Pour lui, la façon dont c'est géré en Ukraine, c'est de la merde, et il dit clairement que ça va mener le pays à l'effondrement. Économique, au défaut de paiement, et enfin, ça va être une hécatombe. Je pense malheureusement que ça risque bien. Voilà. En France, je vous encourage à respecter, je vous prie, les mesures de confinement. Il y a actuellement en France, dans certaines zones comme l'Est, les hôpitaux sont déjà débordés. Même si vous êtes jeune, même si vous êtes en bonne santé, respectez les règles.
parce que vous pouvez être porteur asymptomatique du virus et vous pouvez contaminer vos parents, vos grands-parents, selon votre âge, et les envoyer à l'hôpital où il n'y aura peut-être pas de place pour eux, parce que les hôpitaux sont déjà surchargés. Et comme en Italie, les médecins se retrouvent à devoir choisir qui ils vont tenter de sauver ou pas. Et je vous le dis tout de suite, les personnes les plus âgées et avec des pathologies vont se retrouver refusées. Voilà. Parce que voilà, les médecins ont estimé que quelqu'un de plus jeune avec moins de pathologies aura plus de chances de survivre. D'accord? Donc si vous continuez à vous trimballer dehors, comme j'ai vu là, les gens sur le champ de Mars, alors que les autorités vous demandaient de rester chez vous, les jeunes en bas des cités hein, qui fument la chicha et qui s'enfuient en courant dès que la police arrive pour vérifier leur attestation, qu'ils n'ont pas, arrêtez ça. Parce que vous risquez d'envoyer vos parents ou vos grands-parents à l'hôpital pour qu'ils s'entendent dire « Désolé, il n'y a pas de place, on va devoir vous laisser mourir ». D'accord? Donc, ne prenez pas ce virus à la légère, ne paniquez pas non plus, mais suivez les consignes. Voilà. Je sais bien qu'il n'y a pas de masque, mais il y a des tutoriels en ligne pour faire des masques en tissu qui, certes, ne protègent pas aussi bien qu'un FFP2 ou un masque chirurgical, mais qui peuvent déjà diminuer fortement le pourcentage de risque que vous contractiez la maladie ou que vous la transmettiez. Donc regardez, il y a entre autres un patron assez simple qui a été fourni par le CHU de Grenoble, qui est disponible au format PDF, vous pouvez l'imprimer et vous n'avez plus qu'à découper votre tissu. Il y a toutes les instructions dessus, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc il n'y a pas d'excuse, s'il vous plaît. Ne sortez que pour aller faire des courses, travailler pour ceux qui doivent absolument le faire. Et les patrons français, arrêtez de demander à vos employés dans des secteurs non, on va dire, vitaux, de venir absolument travailler. D'accord? C'est du débilisme. Les seuls secteurs vitaux, c'est quoi? Les magasins de nourriture alimentaire et les pharmacies. Tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la logistique qui permet, et des industries qui permettent de faire tourner ces trucs-là, c'est-à-dire l'agroalimentaire, etc., ou les industries chimiques qui produisent des médicaments, tout ce qui n'est pas vital devrait être arrêté. Point. Ça suffit. La logique de on veut essayer quand même de laisser tourner l'économie, etc. Quand vous allez vous retrouver avec un système de santé qui va s'effondrer totalement parce qu'il n'y aura plus assez de lits en réanimation, parce que les hôpitaux ont été détruits depuis des décennies par les gouvernements français successifs, vous allez comprendre où est le problème. Comme l'a dit un médecin sur une chaîne télé, si vous continuez à faire les cons, à un moment... vous allez contaminer quelqu'un qui va contaminer, comme je l'ai dit, vos parents ou vos grands-parents. Et à l'hôpital, on va vous dire, je vais devoir choisir entre sauver votre grand-père ou votre grand-mère ou votre père ou votre mère. D'accord? Donc, à un moment, mettez-vous bien ça dans la tête. Ce virus n'est pas juste un rhume. Et même les jeunes peuvent avoir des symptômes extrêmement violents. J'ai vu des témoignages sur Twitter de gens... qui ont mon âge, qui ont la quarantaine, et qui ont vraiment, mais qui en ont chié. Et certains ont fini à l'hôpital, sous respirateur. D'accord? Donc arrêtez de dire, je suis jeune, je suis en pleine forme, je risque rien. Prenez vos précautions. Voilà. Et ne sortez pas de chez vous si ce n'est pas strictement nécessaire. Voilà, je le dis, je le répète, ce sont des mesures de bon sens, mais elles sont essentielles. Voilà. Et vraiment, comme je dis, ne cédez pas à la panique, mais ne prenez pas les choses trop à la légère non plus. Il faut trouver le juste milieu. Voilà, donc je vous dis, moi en attendant, à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, en espérant que la situation militaire va enfin finir par se calmer, parce que sinon, je sais pas où on va finir, mais ça va très mal se terminer. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.